Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'argent et d'argent dans le couple. Donc c'est un sujet, je pense, qui touche beaucoup de personnes. C'est quelque chose de vraiment très puissant et qui est lié à beaucoup de choses. Donc on va rentrer dedans. Déjà, l'argent, si on parle de l'argent en termes d'énergie, alors je ne sais pas si vous avez creusé ces sujets. Moi, j'ai regardé des méditations sur l'argent, des méditations sur l'abondance. J'ai plein de choses sur l'argent. Et du coup, il y a plein de sous-sujets, de sous-endroits qui, moi, m'intéressent et m'intriguent. Et quand on parle d'énergie et d'argent, l'argent, c'est la même énergie que la sexualité, c'est quelque chose qui est lié au pouvoir, c'est quelque chose qui est lié au temps. Bref, c'est quelque chose qui en fait témoigne énormément de choses dans notre vie. Donc même si ce n'est pas un sujet d'intérêt pour les personnes, indirectement, on est obligé d'y passer du temps. Du coup, comment ça fonctionne, l'argent dans le couple, et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors déjà, est-ce que je suis la meilleure personne pour parler de ça ? On va voir. Moi, je vais vous donner mon point de vue, je vais vous donner comment j'ai développé les choses et voir ce que ça a donné. Alors avant de rentrer dans le détail de l'argent dans le couple, je pense que pour que vous puissiez avoir une bonne lecture de ce que je vais dire, je vais rentrer un petit peu dans la sphère familiale, et je pense que c'est un des gros sujets quand vous parlez d'argent. Ce qu'il faut voir, c'est déjà d'où vient votre vision de l'argent et d'où ça vient d'un point de vue familial, que ce soit vos parents ou même transgénérationnel. Il y a plein de choses qui ressortent aujourd'hui, donc principalement aussi sur la génétique, et comme quoi vous êtes très liés à vos ancêtres et même à ce qu'ont vécu vos ancêtres. Donc moi, je trouvais ça, la première fois que j'avais entendu ça, un petit peu éloigné de la biologie classique, mais en réalité, quand vous commencez à creuser les sujets et les études qui sortent aujourd'hui, on se rend compte que en fait, ce qu'ont vécu nos ancêtres, c'est ancré, et même des mémoires peuvent être ancrées dans nos gènes. La façon dont c'est révélé entre génotype et phénotype, il peut y avoir des choses qui ressortent aujourd'hui qui viennent de vos ancêtres. Donc bref, s'il y a des choses qui reviennent de vos ancêtres, s'il y a des croyances qui reviennent de vos parents, si les problématiques de vos parents, si elles les ont pas réglées, vous les avez, c'est important de commencer par remonter un petit peu dans l'historique. Donc, je vais remonter dans l'historique de chez moi, jusqu'à un certain cadre, pour vous donner un petit peu d'éléments et voir qu'est-ce que ça reflète chez moi. Du coup, moi, j'ai une structure, donc j'ai une mère, j'ai un père, et ils ont deux visions totalement complémentaires et deux croyances fondamentales, totalement contradictoires sur l'argent. D'un côté, j'ai ma mère qui pense qu'elle est pauvre et qu'elle ne sera jamais riche. Et en réalité, elle a créé un peu ça dans sa vie. Et de l'autre côté, je vais avoir mon père qui, lui, a comme croyance, il est dans l'abondance et il gagnera toujours plus que ce qu'il ne dépense. Ce qui s'est avéré être le cas. Donc, peu importe ses dépenses, il va finir par gagner plus. Donc moi, j'ai ces deux pensées qui viennent des deux côtés de mes parents et je les incarne. C'est-à-dire que moi, chez moi, je gagne toujours plus que ce que je ne dépense. Je trouve toujours des solutions d'un côté. Mais de l'autre côté, ça peut m'arriver assez vite de dire « Ah ouais, finalement, j'ai pas d'argent, j'en ai pas beaucoup. En fait, c'est dur, c'est dur, quoi. » Et en fait, alors que j'ai jamais réellement eu de problème d'argent. Si je remonte, depuis que j'ai de l'argent, depuis mes 19, mes 20 ans, j'ai jamais eu réellement de problème d'argent. Ça a toujours plutôt bien marché pour moi. Du coup, ces deux croyances, je les ai intégrées chez moi, et il y en a une dont j'essaie de me séparer, c'est plutôt celle de ma mère qui n'est pas fonctionnelle sur l'argent, et celle de mon père. J'essaie de comprendre quels sont les intérêts de l'avoir et aussi les inconvénients. Parce que les inconvénients d'avoir la croyance de mon père, qui est, si on extrapole et si on creuse un peu le sujet, quoi que mon père fasse comme association, il s'en sortira vainqueur. C'est un peu ça, il s'en sortira par le haut, il va gagner quelque chose de la relation, c'est ancré chez lui. Du coup, si vous êtes avec quelqu'un comme ça, moi je sais que si je fais quelque chose avec lui, j'ai l'impression que je gagne bien, mais en réalité, potentiellement, ça peut être un peu déséquilibré, il peut gagner un petit peu plus, il faut juste le savoir. Et une fois que vous le savez, vous faites plus attention à ça. Bref, déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir, vous, votre vision de l'argent, d'où elle vient. Et qu'est-ce que pensent vos parents, comment ça a été, comment ça a fonctionné, est-ce que vous avez eu de l'argent de poche, qu'est-ce qu'on vous a dit sur l'argent, est-ce que vos parents, ils ont fait aussi des investissements, est-ce qu'ils ont avancé. Donc moi de mon côté, je vais avoir ma mère qui n'a pas fait d'investissement, du coup n'a pas vraiment épargné non plus, elle a quand même géré 4 enfants quand mes parents ont divorcé, donc il y a, sur mes parents aussi il y a eu un divorce.
Euh, du côté de mon père, lui par contre, il a mis de l'argent de côté. Il a été entrepreneur, ma mère aussi a été entrepreneur. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout de suite construit, il a tout de suite acheté à chaque fois son appartement. Quand il a habité à côté de Paris, vers Champigny, il a acheté son appartement, sa résidence principale, puis il a revendu pour acheter une autre résidence principale plus proche de Paris, etc. Il a toujours été dans cette démarche, au moins il achète sa résidence principale et après il a fait 2-3 investissements locatifs. Et à la fin, au maximum, je pense qu'il avait 6 appartements en locatif, mais des appartements à faible valeur. Donc, dans son village d'origine, c'est 6 appartements, mais ça vaut dans les 140 000 euros, des choses comme ça. Et pareil, un autre investissement, une loi Besson, qui est en fait un équivalent du Pinel, qu'on avait fait lorsque j'avais 11 ans, et c'est grâce à ça que j'ai compris en fait que les Pinel n'étaient pas forcément intéressants à l'époque. Bref, et puis il avait aussi fait un truc de défiscalisation à l'île de Réunion. Donc il avait quand même fait des petits investissements, mais pas des gros conséquents, des investissements conséquents, et il n'avait pas forcément compris le fonctionnement de faire plusieurs investissements, de devenir rentier avec l'immobilier, ça n'a jamais intéressé. Comment on pouvait utiliser les banques, comment ça marche. Non, il était plutôt, quand je mets les 3 niveaux, on va dire, de l'investisseur, je pense que mon père est quand même dans le milieu, voire dans l'investisseur, on va dire, hardcore. Donc vous avez l'investisseur passif, l'investisseur semi-passif et l'investisseur hardcore. Je pense qu'il était presque hardcore, donc, parce qu'il avait un business et tout. Donc oui, il était dans cette catégorie un peu hardcore, mais il n'a pas poussé le truc très loin. Et par rapport d'ailleurs à ce qu'il a généré comme argent avec son activité, je pense que d'un point de vue patrimonial, ça n'a pas été son truc. Il a plutôt consacré une bonne partie d'ailleurs d'argent qu'il a gagné pour faire la maison où il est aujourd'hui, qui est dans un endroit où en fait ça n'a pas énormément de valeur. Bref, une fois qu'on sait ça, déjà il y a la relation des parents, comment ça fonctionne et comment les parents parlent d'argent. Alors ce qui est assez marrant, c'est que chez moi, il y a, si je regarde mes sœurs, c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qui est descendu chez mes sœurs. En termes d'investissement, personne n'a réellement chopé le truc de l'investissement. Donc je suis le seul des 4. Donc après je suis le seul mec aussi. Donc les mecs normalement s'intéressent plus à ça. Moi je le vois, là c'est en train de changer grâce à des nouveaux profils plutôt féminins qui parlent d'argent et ça va équilibrer la balance. Mais jusqu'à maintenant, si on repart avec mon ami là, Thomas de Investir Simple, lorsqu'il parlait de budget, il y avait 80% de femmes qui l'écoutaient. Maintenant il parle d'investissement, il y a 80% d'hommes qui l'écoutent. Donc on voit quand même que c'est peut-être ça le sujet, c'est peut-être pour ça que mes sœurs ne se sont pas intéressées à ça. Deuxième chose, histoire familiale. Donc, dans ma famille, divorce quand j'avais 5 ans. Moi, ça m'a un petit peu traumatisé. 14 ans de divorce parce qu'ils avaient une entreprise ensemble. C'était plus un divorce parce que en fait, ma mère se retrouvait du jour au lendemain sans emploi directement parce qu'ils avaient une entreprise ensemble. Et de l'autre côté, ma mère se retrouvait avec 4 enfants quand même à devoir élever. Donc, il y a toute une notion de l'argent. Puis, vu qu'ils étaient entrepreneurs, ils ne sont pas forcément rémunérés. Donc, elle avait besoin elle estimait demander une somme parce que l'entreprise pouvait être valorisée tant, mais on n'est pas sur des millions, hein, on est sur largement moins que ça. Mais par contre, il y a eu toutes ces années de divorce et à la fin, elle a obtenu ce que mon père lui a proposé au début. Donc je pense que c'est de l'ordre de 200-300 000 euros, je pense, si on refait les calculs aujourd'hui, qui est en fait une somme qui part très très vite quand vous avez 4 enfants et que vous devez financer une bonne partie, même si on a des pensions alimentaires, etc. Bref, donc pension alimentaire, ce contexte-là, un père qui ne dépense pas d'argent pour des choses, pour aller au restaurant dans des trucs sympas, une mère pareille, une enfance où moi je vivais avec ma mère, mes sœurs, on nous disait qu'on n'avait pas d'argent, que c'était la galère. En même temps, on était dans une des écoles la plus chère, une des plus chères de Paris, donc on était un peu déclassé socialement, c'est-à-dire qu'on avait vraiment, on n'avait pas assez d'argent pour être dans cette école, mais on y était. Donc une approche un petit peu spéciale de l'argent. Moi, quand je sortais avec mes premières copines, moi, j'avais pas d'argent de poche et elles avaient presque de l'argent de poche illimité. Donc c'était un peu compliqué comme environnement, mais bref, on trouve des solutions. Et de l'autre côté, mon père qui jamais de problème d'argent. Et pour lui, c'était les choses marchent bien, ça va avancer. Il ne nous en donnait pas pour autant. Par contre, il a une façon de financer les projets dont je vais vous parler et ça, c'est assez intéressant. Donc bref, premier élément, je dois vous expliquer tout ça pour que vous puissiez comprendre un petit peu d'où je pars et d'où je commence et après les avis que je vais vous donner. Autre élément, je m'en suis rendu compte aussi avec le temps. Là aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements sur le positionnement de la femme, le positionnement de l'homme, le positionnement de tout le monde, de l'être humain. Et moi, dans ma vision des choses, et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître, en fait, je pense qu'il faut juste accepter comment on voit les choses. Moi, ce que j'aime bien fondamentalement, c'est, je pense que c'est une vision assez peut-être ancienne de l'homme, mais moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire, j'ai un foyer, je suis en capacité de fournir l'argent pour le foyer.
Mais par contre, je veux pas forcément, alors surtout quand vous connaissez ma famille, je veux pas que ma femme, par exemple, reste à la maison et soit une mère au foyer. Je veux que ma femme fasse ce qu'elle a envie de faire, qu'elle soit intéressée par un projet, qu'elle a envie de s'investir dans quelque chose, mais j'ai pas envie de la garder près de moi et de garder une sorte de pouvoir là-dessus. Mais en gros, moi, de base, si je suis en faculté de fournir de l'argent pour mon foyer, je suis tout à fait content, conscient, satisfait. Et d'ailleurs, si vous regardez les premières vidéos que j'ai effectuées ou même les premières interviews, quand je parle des calculs de mon montant de Fire qui à l'époque était à 8 000 € par mois pour pouvoir vivre à Paris, eh bien, ce montant-là venait d'un coût de foyer total où je pouvais, mes investissements couvraient en fait le coût du foyer total. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je continue mes projets où j'arrête. Elle continue ses projets où elle arrête. Parce que quand on se lance dans un projet comme ça, effectivement, s'il y en a un qui arrête totalement et une personne qui continue à bosser, il y a souvent des choses d'ajustement qui sont en train de se passer. Il y a d'autres épisodes là-dessus. Vous pouvez en retrouver avec Benjamin, par exemple, sur l'épisode de podcast. Bref, là, vous avez la vision un peu totale, peut-être l'introduction pour pouvoir comprendre d'un petit peu d'où je viens et ce qui est fait. Aussi autre chose, finalement, après moi, ma vingtaine, donc j'ai quand même été dans un environnement où des gens avaient beaucoup d'argent autour de moi, mes amis. Moi, j'en avais pas comparé à eux, et même j'avais pas d'argent de poche, etc. Mais après, assez vite, j'ai toujours eu finalement beaucoup d'argent dans ma vie. Donc ça, je pense qu'il faut que je le dise. Très vite, quand j'étais en école d'ingénieur, je donnais des cours, donc je gagnais de l'argent avec ça. Je développais des sites internet où je vendais des sites internet. Qu'est-ce que j'avais ma pension alimentaire. Donc j'avais une pension alimentaire à l'époque de 1 500 € par mois, donc plus que le SMIC à l'époque. Alors je dis 1 500, c'est peut-être dans ces eaux-là. Et j'avais en plus toutes ces activités annexes, ce qui fait que très très vite finalement, en travaillant et même de façon injuste ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas d'un point de vue familial, j'étais soutenu par mes études. Et mes études étaient financées aussi par mon père. Et de l'autre côté, je faisais de l'argent en fait assez vite en vendant des services, en générant de la valeur, par exemple en organisant pour NYU, je m'occupais des Américains qui arrivaient à Paris. Pour NYU, j'organisais des événements au Sénat. Bref, j'ai du putain de salaire. Bref, en plus de l'école d'ingénieur, j'ai des cours de. Voilà. Bref, plein de choses. Je faisais développer des jeux vidéo. Bref, plein de choses. Donc, j'ai très vite, très bien gagné ma vie finalement quand on reprend ça. Et d'ailleurs, c'est la situation où je vois beaucoup d'alternants qui sont dedans. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternants qui sont à 1 900, 2 000 € par mois et se rendent compte que lorsqu'ils vont devenir salariés, ils vont gagner moins que quand ils sont en alternance. Et là, ça leur fait des gros chocs. Mais bon, parce que l'alternance, je pense que c'est un peu. C'est très bien, mais je pense que ça a été un peu. Vu que c'est pas mal aidé, ça crée des choses un peu particulières. Bref. Voilà mon truc. Et puis, dès que j'ai commencé à travailler, finalement, j'étais dans des salaires très conséquents, banque d'affaires, donc j'étais toujours sur des gros revenus. Je ne sais pas quel serait l'équivalent d'aujourd'hui, mais dans les 3 000 à 4 000 € dès les premiers salaires, minimum. Et assez vite, j'ai eu d'autres activités à côté qui m'ont rapporté de l'argent, etc. Bon, Fire classique, quoi. Que ce soit du Airbnb, etc., que ce soit des immeubles, machin. Donc, maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir parler d'argent dans le couple. Donc, encore une fois, la plupart des personnes qui sont là, ce sont des mecs. Mais si vous êtes une femme, n'hésitez pas à écouter ce qui se passe et comment ça peut fonctionner. Je pense que même pour vous, je vous encourage à écouter ce qu'on va faire parce que je pense que je vais être... j'ai pas mal de recul dessus et je pense qu'il y a des choses qui sont très importantes à savoir. Alors déjà, je rencontre du coup mon ex avec qui j'avais été 7 ans. Et là, c'est un cas d'école. Donc, quand je l'ai rencontrée, moi, j'avais 26 ans, elle avait 19 ans. Je travaillais et elle était en études de droit. Donc, on commence. Alors, ça arrive généralement. Ça arrive de temps en temps qu'il y en ait un qui bosse ou qui bosse pas. Bref, la question de l'argent s'est posée. Elle est venue très vite habiter chez moi. Moi, j'avais un appartement dans le 15e, premier appartement que j'ai acheté. Et on a habité ensemble. Je crois qu'à l'époque, il y avait encore un peu de coloc. J'étais un peu en coloc. Et bref, on habitait ensemble. Et là, je l'ai passé après en Airbnb. D'ailleurs, cet appart où on était dedans. Donc, on commence à habiter ensemble. Et là, c'est le début de la relation. On n'a pas du tout les mêmes revenus. Donc là, on arrive dans un stade où je suis du coup avec mon ex. Elle n'a pas de rentrée d'argent. Ses parents, à l'époque, ne lui donnaient pas d'argent alors qu'elle vient d'une classe moyenne aisée. Donc, sa mère ne travaille pas. Son père travaillait avec un grand poste dans un groupe de nucléaire français avec un très bon salaire. Il avait déjà 3 investissements, 3 même 4 investissements locatifs. Bref, il gagnait bien sa vie, etc. Et elle avait une sœur, mais bon, c'était l'aînée, etc. Donc, on se retrouve à habiter chez moi. Et là, la question de l'argent se pose. Donc là, pour le moment, je finançais tout, etc. Ça fonctionnait bien. Jusqu'au moment où, en fait, je me suis rendu compte que je commençais à
payer des choses, en fait, à financer finalement les études, enfin des choses qui, pour moi, ne rentraient pas dans ce cadre-là. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est juste ce système-là? Est-ce que, en fait, j'étais en train de me dire, OK, il n'y a pas eu de négociation dans la famille de ma copine sur quel est le budget que ses parents allouent aux études de leur fille et moi, quel est le budget que j'alloue sur le développement de l'ensemble. Donc même si j'avais des forts salaires, il faut dire que j'avais beaucoup d'investissements, beaucoup de remboursements d'emprunts et à un moment, ce que je me disais, attends, où est l'équilibre dans tout ça? Et du coup, le premier dialogue a été de reclarifier ça avec, du coup, à l'époque, les parents de ma copine. Et l'essentiel, c'était de leur dire, écoutez, voilà le budget de votre fille lorsqu'elle fait des études. Si vous voulez la soutenir, est-ce que vous voulez la soutenir? Et sinon, il faut la soutenir, il faut lui financer. Est-ce que vous financez votre fille pendant les études? Si oui, voilà le budget qui est nécessaire et donnez-lui pour qu'elle ait son budget et pour qu'elle ait son indépendance de ce côté-là. Et du coup, là, il y a toute une phase. En fait, on a dû faire cette négociation de budget avec les parents de ma copine. Elle a eu un certain budget, alors je ne sais plus combien c'était, 300, 700 euros par mois, pour pouvoir vivre et faire ça. Donc, moi, en l'occurrence, j'étais chez moi, je payais le remboursement d'emprunt et elle finançait juste avec cet argent-là ses livres et ses dépenses propres à elle. Et tout ce qui était dépenses autres, en fait, c'était pour moi pas significatif ce qu'elle avait comme revenu. Donc, tout ce qui était dépenses autres, je couvrais les dépenses. C'est-à-dire quand on sortait au restaurant, enfin tout ce qui maintenait un peu notre niveau de vie, tout ça, je maintenais les dépenses. Par contre, ce qui était propre à elle, c'était elle qui le finançait. Et on avait bien sûr très vite un compte courant où on versait du coup en proportion de nos revenus, sauf que là le système n'était pas encore très ajusté, mais en proportion de nos revenus, on versait une somme qui correspondait à notre budget partagé sur des consommables. Donc c'était sur la nourriture, sur des choses qu'on avait remis dedans. Ce que ça veut dire concrètement, c'est si vous avez une personne qui gagne 1000 euros, que l'autre gagne 100 euros, une personne va mettre 90% du budget que vous allez consommer chaque semaine, l'autre personne va mettre 10%, même si la personne qui met 10% consomme pour 50% de la somme. Donc là, on est vraiment sur une notion d'équité, donc une notion de la personne qui gagne le plus met le plus d'argent. Donc ça a été cette phase-là. Et cette phase-là, elle a évolué jusqu'au moment où en fait on a déménagé, on a fait, moi j'ai racheté une autre résidence principale cette fois-ci dans le 14e, on a mis en location cet appartement-là. Et à ce moment-là, une ou 2 années plus tard, du coup ma copine à ce moment-là a trouvé un job. Donc là elle gagnait 2500 à 2600 euros par mois. Moi à ce moment-là je devais être, et là se posent d'autres questions aussi par rapport aux investissements. Je devais être, je ne sais pas, mais dans les 4500, 5000 euros. Et en plus, j'avais tout mon immobilier qui commençait à grossir. Donc, j'avais même l'appartement d'avant où je touchais des loyers, j'avais des emprunts, etc., etc. Et là, la question s'est posée de comment on fait maintenant? Comment on fait pour l'argent? Et alors là, moi, je me disais qu'il y a un truc qui clochait quand même parce que le système ne marchait pas. Et je me suis dit... OK, dans un premier temps, on va refaire notre système de budget. C'est-à-dire, on va refaire le système par rapport à ce que tu gagnes et ce que je gagne. Donc, les fameux 1000 euros que vous gagnez tous les mois, vous faites la répartition pour votre budget commun. Et ce qu'on a mis aussi comme règle, donc là, vous avez votre budget commun sur les activités simples. Et après, toutes les activités qui sont plus liées à mon style de vie, au style de vie de quelqu'un qui gagne plus d'argent, c'était moi qui les finançais. Donc pour faire simple, dans notre budget commun, on avait prévu d'aller une fois au resto par semaine, mais un resto à 20 euros par personne. On avait prévu de dépenser tant dans les courses, on a fait les vacances, les budgets. On était quand même assez frugal, hein, même avec tout ça. Surtout qu'il y a une phase, alors oui, je vous passe la phase où j'étais très très frugal, où là on a vraiment tout coté. Mais bref, on a fait cette répartition d'argent-là. Après, il y a eu, et par exemple, si on voulait faire une activité du type aller dans un restaurant étoilé parce que je voulais le faire et ça coûtait 200, 300 euros, là, c'était plutôt mon style de vie à moi. Et du coup, là, je finançais directement le restaurant et même j'invitais ma copine au restaurant. Voilà, ça sortait de notre schéma classique. Une fois qu'on était dans ce système-là, il y a un moment, je me suis dit, alors, ça, c'était que la consommation. Donc, il n'y a jamais eu de question, il n'y a pas de question de loyer, en fait. Il n'y a pas de question de loyer. Et du coup, moi, je la voyais en face de moi et j'étais en train de me dire, tiens, c'est intéressant, elle a
donc mon ex, elle n'avait jamais habité seule, elle n'avait jamais payé le loyer, elle ne s'était jamais rendu compte en fait des coûts d'un loyer, de ce que ça représentait, etc. Il faut savoir que les appartements, donc là, l'appartement que j'avais à l'époque me coûtait 2 000 euros par mois. J'avais 1 600 euros de remboursement de loyer, un peu plus, et j'avais le reste, ça va être les charges, etc. Ça me coûtait 2 000 euros par mois. Et il y a des moments, donc dans toutes les activités, il y a des moments où on peut se rendre compte que les entrées d'argent, ça va moins bien et tout. Et puis moi, je me disais qu'il y a un truc où j'étais pas ajusté. Du coup, la question du loyer s'est posée, sachant que moi, j'étais propriétaire. Et du coup, là, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans ce cas-là, moi, je pense que la solution qui est la bonne, c'est de calculer combien coûte le loyer pour l'appartement, combien serait le loyer de l'appartement dans lequel vous vivez. Et encore une fois, vous séparez par rapport au montant de vos revenus. Vous dites, il y a un loyer qui est dû, quoi. Donc, par exemple, si le loyer est de 1 000 euros, moi, je représente 60% des revenus du foyer. Alors, je ne prends pas en compte les investissements. Il faut bien le dire, on traitera ça à côté. Donc, je représente 60% des revenus du foyer et ma compagne représente 40% des revenus du foyer. Et bien, si c'est 1 000 euros, moi, ma compagne doit donner 400 euros tous les mois. Même si, moi, le coût réel de l'appartement, c'est pas 1 000 euros, parce que ça, c'est le coût de la valeur locative, mais même si je rembourse 2 000 ou 3 000 euros par mois, ça n'a aucun rapport. On le fait par rapport au prix des loyers dans la ville. Il faut s'assurer que la personne qui vient habiter chez vous dans ce cas-là, ça ne dégrade pas son niveau de vie. Il faut s'assurer que la personne n'est pas dans un décalage total de niveau de vie, même en faisant les ratios par rapport à vous. Donc ça, c'est ce qu'on s'est dit à un moment. Et après, je me suis dit autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, je suis à fond fire, je fais plein d'investissements, je veux y aller à fond, voilà. Et je me suis dit comment je peux emmener ma compagne avec moi dans ce mouvement-là. Et ça, c'est vraiment une question qui revient de beaucoup d'entre vous. Je l'ai vu sur le Discord, etc. Comment, vous me dites, voilà, ma compagne, elle aime acheter des sacs, des choses, ça lui fait plaisir, elle est là-dedans et dans la consommation. Moi, un peu moins, j'aimerais bien l'amener dans le fire. Comment je fais? Je me suis posé la même question que vous. Avec mon ex, c'était pas du tout dans la surconsommation ni rien, mais moi, ce que je ne voulais pas, c'est que tout de suite, elle augmente son niveau de vie. Donc, elle passait de rien, de 300 balles qu'elle consommait, 300-700 balles, à 2600, voire 3000 euros par mois, sans loyer, et avec un budget nourriture, où finalement, alors je ne sais plus combien j'étais, mais peut-être 5-6 000 euros à l'époque, donc avec un niveau de vie en fait, qui était largement supérieur, déjà par rapport à l'argent qu'elle mettait, vu que moi je complétais beaucoup, ça augmentait beaucoup. Et moi, ce que je voulais pas, c'est que tout de suite, elle se mette à consommer son argent et à partir dans la consommation, comme ce qu'on peut tous faire quand on gagne plus d'argent, même moi je l'ai fait, etc. Et du coup, là, en me posant cette question, je me suis dit, comment je peux faire? Et j'ai trouvé une technique, en fait. On a fait ces calculs pour l'appartement pour lui dire, voilà. Donc, j'ai dû faire beaucoup de pédagogie parce que moi, je suis assez risk-taker, elle n'était pas du tout risk-taker. L'argent, en plus, vu que je maîtrise un peu les sujets, elle, ça l'intéresse pas du tout, ça l'intéressait pas du tout l'argent. Il a fallu que je fasse beaucoup de pédagogie là-dessus. Et j'ai même fait rentrer son père dans les échanges pour que son père puisse vérifier tout ce que je proposais. Donc il faut quelqu'un d'extérieur, quoi. Et pour que lui il valide et dise oui, c'est vrai, c'est bien ce qu'il dit, l'exercice intellectuel est bon, c'est dans le respect et tout. Donc on a fait tous ces calculs et à la fin on était tombé sur le fait qu'elle devait mettre 700 euros par mois, ou non, elle devait mettre 400 euros par mois, ou un truc comme ça, 300 ou 400 euros par mois dans le loyer d'un appartement si on avait loué un appartement équivalent dans lequel on était, donc un appartement à 1000 ou 1300 euros par mois. Et là j'ai fait un deal avec elle. Je lui ai dit, parce que moi, mon objectif, qu'elle me donne 300 euros pour que moi, je puisse mettre dans le remboursement de l'appartement. En tout cas, pour moi, c'était pas... Oui, c'est 300 euros par mois, c'est très bien, mais ça m'apportait pas... ça m'apportait moins que de la faire venir avec moi sur cette ouverture Fire et sur cette capacité à mettre de l'argent de côté, cette capacité à investir en bourse, etc. Et du coup, là, j'ai répliqué un truc que j'avais fait avant et je lui ai dit, écoute, au lieu de mettre 300 balles par mois, et de me les donner, donc c'est de la perte pour toi, tu me les donnes, mais c'est ce qui est dû, et on a bien compris pourquoi, parce que ça représente ta part de loyer si on était locataire de cet appartement que tu aimes bien, et on est bien dans le quartier, tu vois, si tu l'aimes pas, on peut changer. Et bien, au lieu de ça, ce qu'on va faire, c'est que tu vas épargner 700 euros par mois. Du coup, si tu épargnes 700 euros tous les mois, tu gagnes, c'est comme si moi je te donnais 300 euros, et en plus, tu vas voir, chaque mois, tu vas avoir de l'argent supplémentaire. Et elle a fini par accepter ce deal-là. Ce qui fait qu'au lieu de me donner de l'argent pour le loyer, ça l'a encouragée à passer à quelque chose qui est quand même de se priver de 700 euros par mois. Donc sur le montant qu'elle gagnait, c'était quand même conséquent. Et du coup, elle s'est mise à mettre 700 euros par mois de côté. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu de couac. Il s'avère que dans ma tête, je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai
j'ai une calculette intégrée, ou du moins j'ai un sentiment des valeurs des choses. Et du coup, il y a eu un premier couac où il a fallu quand même faire de la confrontation. On était aux Galeries Lafayette et je sais pas, il y a un moment, elle craque sur un sac. Et là, tout de suite, je vois le prix du sac et je me dis, en fait, ça rentre pas par rapport à son budget. Donc, bon, voilà, dans ma tête, c'est fait. Et là, elle voulait l'acheter et tout. Et je lui dis, mais attends, ce sac-là, tu veux l'acheter, mais est-ce que tu as mis de l'argent le mois dernier pour acheter ce sac-là spécifiquement, ou est-ce que là, tu vas taper dans l'argent que tu devrais mettre épargner? Elle me regarde, elle me dit, non, mais je vais taper de l'argent dans ce que je vais épargner, mais c'est pas grave. Et là, je lui dis, ben si. Et je lui dis, écoute, là, ça veut dire que c'est moi qui t'achète le sac. Ça veut dire que notre deal ne se respecte plus. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, eh bien, tu vas me donner 300 euros tous les mois et le reste, tu vas, et après, tu fais ce que tu veux avec les 400 balles qui sont restants. Et là, ça a été un choc pour elle. Hein. Ça a été dur, ça a été peut-être ma façon de communiquer n'était pas bonne, je peux être assez direct, etc. Mais le résultat, c'est qu'après, elle n'a pas acheté le sac et après, elle s'est tenue à garder le budget. Alors moi, je n'ai pas de vérification si elle mettait vraiment de l'argent chaque mois de côté, mais bon, on peut peut-être pousser le truc un peu plus loin. Mais en réalité, au bout d'un certain temps, à la fin d'avoir mis cet argent de côté, même d'en avoir investi une partie, parce qu'après c'était l'étape d'après, elle s'est quand même retrouvée avec une coquette somme de 70 000 euros, quoi. Donc avec ça, peut-être de l'argent autre, etc. Et elle a pris confiance en elle, quoi. Et surtout, c'était une fille qui n'avait pas forcément confiance en elle, et elle a pris confiance en elle. Elle est arrivée par gérer l'argent, réussir à mettre de côté. Et après, d'ailleurs, elle m'a remercié, elle était hyper fière d'elle. Et pour petite indication, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle a utilisé cet argent pour qu'on achète un appartement à deux, donc elle l'a mis comme apport. Et après, on s'est séparés, j'ai dû racheter sa part de l'appartement. Du coup, j'ai dû lui redonner l'argent qu'elle avait pris, qui était en fait de l'argent, mais bon, qui venait de quelque chose qui était de l'éducation. Bref, c'était assez marrant dans l'histoire, mais je suis très content de cette évolution. Et je pense que l'essentiel, et ce qu'il faut se dire, c'est que vous avancez à deux et qu'il faut jamais, et surtout, et c'est souvent, alors pour le coup, les femmes qui sont dans des situations plus faibles sur de l'argent parce que ça les intéresse moins, bah voilà, c'est ce qu'on a vu avec les chiffres, etc. Il faut toujours amener l'autre à progresser. Si vous êtes ensemble dans un couple, c'est pour amener l'autre à progresser, l'autre à s'épanouir. Il y a plein de modèles de gestion d'argent dans les couples qui peuvent fonctionner, mais l'essentiel, c'est de faire quelque chose de juste. Et après, si l'un de vous deux, en pleine conscience des choses, veut participer plus, veut financer plus, il n'y a pas de problème, tant que l'autre n'est pas dans un esprit de dépendance. Du coup, dans l'argent du couple, alors, je ne suis pas rentré dans le b.a.-ba, parce que je pense que vous n'êtes pas la cible, mais je vais quand même revenir dessus. Si vous êtes dans le b.a.-ba de l'argent dans le couple, c'est quand même d'aller directement en demandant à l'autre combien tu gagnes. Combien tu gagnes réellement, combien tu n'as pas de patrimoine, combien tu as de dettes, est-ce que la personne est dans le rouge ou pas, est-ce qu'il y a des problématiques d'argent dans la famille d'en face, et est-ce qu'il va y avoir des problématiques d'argent où on doit envoyer de l'argent dans la famille, quoi. En gros, vos parents qui n'ont pas d'argent pour des problèmes de santé ou je sais pas quoi, ou vous venez de l'étranger, il faut renvoyer de l'argent, bref. Quelles sont les problématiques autour de ça? Après, très vite, moi je pense que l'argent, ça vous permet de voir déjà si vous pouvez fonctionner à deux, si vous pouvez, qu'est-ce que ça veut dire quand vous vous engagez sur une parole, qu'est-ce que ça veut dire si... d'un point de vue juste gestion quotidienne. Très très vite, moi je vous encourage à créer un compte commun où vous mettez de l'argent dessus. Pourquoi? Ça vous permet tout de suite de voir comment l'autre personne dépense, comment vous arrivez à vous comprendre, comment vous arrivez à mettre des règles dessus, quelles sont les règles quand la personne dépense pour elle-même, est-ce qu'elle peut le faire, c'est-à-dire pour faire un restaurant elle-même, est-ce que la personne elle peut, pour le budget commun, déjà vous vous rendez compte combien vous coûtez quand vous vivez à deux. Tout ça, c'est des choses essentielles qu'il faut faire, je pense, dès le début. Autre chose, sur l'argent, je pense que c'est très mauvais quand il y a un très gros décalage à partir d'un certain moment. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'alimenter au maximum la personne qui est avec moi pour qu'elle puisse être au maximum indépendante. Je reprends le cas de ma mère. Donc ma mère, elle a travaillé avec mon père, ils ont développé une entreprise à deux. À un moment, ils se sont séparés, elle a quitté la structure, elle s'est retrouvée sans revenus et sans même retraite parce qu'ils ne se sont pas payés pendant qu'ils ont lancé la boîte. Du coup, dans ces phases-là, il y a une personne qui devient en dépendance et quand ça s'arrête, même pour vous, vous pouvez vous dire à un moment que vous n'allez pas arrêter votre relation avec quelqu'un parce que vous allez la mettre dans la merde, parce que vous aimez cette personne, vous ne l'aimez peut-être plus pour faire un bout de chemin de votre vie ensemble, mais vous ne voulez pas la mettre dans une situation compliquée. Du coup, l'essentiel, c'est de travailler l'indépendance des deux personnes par rapport à l'argent et vous assurer que la personne à qui vous êtes, elle est en capacité de rebondir, en capacité de trouver un travail, en capacité de gagner de l'argent. Et lorsque vous faites des investissements, ce qui peut être intéressant, c'est de l'initier à ce que vous faites. Alors, moi, par exemple, avec mon ex, la problématique, c'est qu'elle a été aversion au risque énorme et à un moment, je voulais même lui acheter des immeubles.
Donc il y a un immeuble d'ailleurs que j'ai dans le sud, dans une rue qui s'appelle rue de l'Amour. Et je voulais lui offrir cet immeuble, donc j'avais tout fait. Donc un immeuble très rentable, 12-13% de renta, avec du 1000 euros de cash flow tous les mois. Et je lui dis, bah tiens, pense ça, regarde, j'en ai d'autres, etc. Mais elle, bon, le problème c'est qu'elle m'avait vu gérer les autres immeubles, gérer les éléments, gérer les locataires et tout. Elle me dit, ah oui, mais c'est beaucoup de charges, je veux pas. Je lui dis, mais je te fais tout, mais t'as l'immeuble à ton nom, et comme ça, on commence tes investissements. Et comme ça, même si demain on se sépare, tu as du patrimoine à ton nom, tu as quelque chose, et puis bon, moi, c'est une façon de te remercier d'être avec moi, de partager. Enfin voilà, c'est quelque chose que je peux t'apporter. Et là, elle n'a pas voulu franchir le pas, donc elle n'a pas voulu aller jusque-là et prendre cet immeuble à son nom parce que c'était un profil qui, je pense, ne fera pas d'investissement, ne fera pas d'entreprise, ne fera pas de choses comme ça, où ça lui demandera beaucoup d'efforts. Donc, il y a toute cette notion où en fait, on a une responsabilité à chaque fois dans les relations. C'est la personne qui l'a plus évolué sur le sujet qui est responsable. Donc, si vous êtes plus évolué sur le sujet que votre compagne, vous êtes responsable de sa situation. Et là, il faut remettre les choses au clair. Après, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup parler dessus, mais vous êtes dans une histoire où quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous êtes responsable. Si votre compagne est plus évoluée que vous et sur, par exemple, l'humain, sur le dialogue avec les autres ou même sur la partie financière, il faut lui expliquer que c'est sa responsabilité de vous faire monter. C'est vraiment ça, c'est la règle de base dans une relation. Et on n'est jamais totalement à égalité dans une relation. Il y aura forcément quelqu'un qui aura, entre guillemets, le dessus, plus d'expérience, plus d'expertise que l'autre sur le sujet. Une fois que tout ça c'est fait, il faut le faire en pleine conscience parce que quand vous allez potentiellement vous séparer, alors si on prend les taux de divorce du Portugal, j'espère que je ne vous donne pas une fake news, mais je crois que c'est 95%. Bon, bah, on sait que là aujourd'hui, ça peut évoluer dans différents sens, il y a des enfants, il y a des familles recomposées, etc. etc. Donc, pour moi, si je reprends la gestion financière, c'est un travail qui se fait à deux. Donc c'est un travail à deux. L'argent, ça touche l'énergie. L'argent, ça touche des croyances. Ça peut toucher le manque. Ça peut toucher des vraies fractures chez les gens. Et là, il y a un vrai boulot à faire. Et il faut en parler longtemps. Il faut faire des exercices sur l'argent, des cartes sur l'argent, des jeux sur l'argent et même des dialogues sur l'argent. Et encourager, si par exemple, moi, le contenu que je vous diffuse, ça ne parle pas à un public féminin, il y a des personnes... Alors, vérifier le contenu aussi, mais il y a des personnes féminines qui ont de la pertinence totalement sur le contenu qu'elles proposent sur l'argent dans le couple. Et peut-être à un niveau plus accessible. Je pense que les personnes qui sont ici pour une grande partie, voilà, les budgets, c'est pas un problème. C'est plutôt la question de est-ce qu'on fait 2, 3 ou 4 immeubles et est-ce que le business, on le fait passer à 1 million, quoi. Donc c'est peut-être un peu trop mec, un peu trop hardcore comme investissement et ça correspond peut-être pas à votre conjointe, mais en tout cas c'est un sujet qu'il faut aborder et il faut y aller. Il faut y aller à fond. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur l'argent. Dites-moi si vous voulez autre chose, dites-moi si c'est clair, dites-moi si je vous génère de la valeur. En tout cas, je voulais vous partager un peu moi comment les choses s'étaient passées et comment j'ai clarifié en fait les budgets dans le couple. Il y a peut-être d'ailleurs, j'y pense, un dernier moment. Est-ce que je n'ai pas pris comme argent. En fait, il y a. Alors, ça, c'est peut-être à mûrir aussi. Il faut quand même se dire qu'à un moment, bon, ok, je gagnais peut-être 4-5 000 euros par mois et c'est ce que j'avais comme revenu. Mais à côté de ça, je devais peut-être encaisser 20 000 euros de loyer, quoi. Et les 20 000 euros de loyer, avec l'argent qui était généré en supplément par les loyers en cash flow, donc c'était pas 20 000 euros, mais c'était beaucoup moins. Et à cette période-là, je ne suis pas sûr que j'avais autant de cash flow positif parce que j'ai les apparts à Paris et tout. Il y a une partie de cet argent-là, je ne le prenais pas en compte. C'est négociable, mais je pense qu'une grande partie des revenus, vous ne pouvez pas. Alors là, ça demande énormément de pédagogie pour vous parce que quand vous allez expliquer que vous avez un immeuble, votre compagne va voir que vous avez un immeuble. Donc c'est un immeuble déjà, c'est énorme. Et que là, vous allez expliquer que l'immeuble, vous avez touché 4 000 euros de loyer, mais que derrière, vous avez 500 ou 1 000 euros, 2 000 euros de cash flow, ça dépend comment vous l'avez fait. Et que là-dedans, en plus, vous avez mis de l'apport, donc c'est de l'argent qui vous appartenait à la base, donc vous ne pouvez pas rajouter que ces cash flows sont justifiés. Bref, il y a un moment, il faut énormément de pédagogie pour expliquer comment ça marche et expliquer aussi votre risque qui est associé. Et je pense que quand on calcule le budget réel de quelqu'un, je pense qu'il faut prendre une rémunération réelle que la personne touche, donc lorsqu'elle le déclare sur sa feuille d'imposition, ou sinon vraiment l'équivalent qui est lié et qui n'est pas pris dans l'entreprise. Mais il ne faut pas aller trop loin, parce que
Là, en termes d'éducation, c'est hyper dur. C'est-à-dire, comment expliquer, et moi j'ai eu ces problèmes-là aussi, comment expliquer que vous faites 40 000 euros de marge par mois, et là, votre femme va vous dire, ou votre homme va vous dire, ah non, mais attends, t'as 40 000 euros de marge par mois, tu te rends pas compte, moi j'ai 3 000 ou j'ai 4 000 euros par mois, toi tu es à 40 000. Mais en réalité, là, faut commencer à aller dans l'éducation du business. Donc là, il faut être hyper pédagogue. Ok, je fais 40 000 euros de marge par mois, mais demain, mon business se plante, je vais perdre 40 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois. Du coup, j'ai besoin de stocker tout cet argent pour me prémunir. Est-ce que tu vois? Alors, le problème, c'est quand on fait ça, et si vous êtes une personne qui est très risque adverse, moi, je faisais paniquer mon ex de l'époque. Elle me disait, oh là là, mais c'est horrible ce que tu fais, mais j'ai peur et tout, mais est-ce que je suis en sécurité, etc. Donc, on retombait là-dessus. Donc là, il faut quand même beaucoup de pédagogie. Et après, il y a aussi autre chose. L'argent de votre entreprise, vous gagnez 40 000 euros par mois. Potentiellement, vous en avez besoin de cette marge. Il y a un projet de développement de votre boîte où vous en avez besoin. Donc, ce n'est pas réellement de l'argent qui est pour vous, c'est un projet de développement de boîte. Du coup, ça, c'est assez compliqué de faire ça. Par contre, ce qui est équivalent à ce que vous pourriez toucher comme salaire, là, c'est à réintégrer dans vos revenus pour que ce soit justifié. Un autre élément, quand vous faites des investissements, prenez réellement le cash flow qui est restant à la fin et pas les revenus. Prenez vraiment le cash flow à la fin, parce que c'est pas parce que vous avez fait un investissement immobilier que vous enrichissez d'un point de vue patrimonial de 3 000 euros par mois que là, la question se pose quand même, que vous pouvez le réintégrer comme si c'était des revenus. Je pense que si vous faites ça, alors ça dépend, parce qu'à un moment, moi, c'est la situation à laquelle j'étais arrivé. À un moment, on était en tel décalage que finalement, en fait, ma machine générait tellement de patrimoine que quand je regardais à côté de moi ma copine, je me disais, OK, on est en inégalité parce que moi, tous les mois, je génère 10, 20, 30 000 euros de patrimoine. Et elle est donc à 3 000 euros par mois. Elle génère un petit peu de patrimoine, 700 euros tous les mois de patrimoine, et puis elle met de côté de l'argent, mais en fait, on n'est pas du tout à l'égalité. Donc là, la question s'est posée à ce moment-là que, en fait, dans le budget, etc., j'intervienne encore plus, voire que je prenne la totalité du budget. Mais la problématique que j'avais, moi, en termes de sensation, c'est que, OK, il y a cette génération de patrimoine, mais la problématique de la génération de patrimoine, ce n'est pas du cash que vous avez. Et le cash que vous avez a un coût exorbitant. Encore une fois, vous avez l'argent 1 000 euros, ça coûte 2 000 euros à une boîte, et du coup, vous devez compenser une génération de patrimoine d'argent que vous n'avez potentiellement pas par de l'argent supplémentaire. Donc là, moi, j'ai dû trouver des solutions pour me payer plus cher, prendre plus en charge cet argent, et c'est aussi à cette phase-là où je me suis demandé comment je fais avec elle pour l'aider sur ses investissements, d'où l'histoire de l'immeuble, et de la faire avancer aussi pour qu'elle puisse générer du patrimoine et qu'elle ne soit pas en énorme décalage avec moi. Je pense qu'à un moment, il y a aussi une notion de si vous êtes avec quelqu'un, alors après, il y a plusieurs approches, moi je n'ai pas forcément la meilleure. Si vous avez un moment, j'aurais eu vraiment beaucoup de montants, je lui aurais concrètement donné de l'argent. C'est-à-dire que je lui aurais concrètement dit, je pense que j'avais des thresholds, alors je ne sais plus ce que j'avais déterminé, mais à partir de thresholds de cash, par exemple 1 million de cash, 2 millions de cash, 3 millions de cash, je lui donne 200 000 euros de cash avec des conditions d'investissement. Alors c'est pour ça que j'essaie de la faire avancer sur de l'investissement. Que ce soit de la bourse, etc. Mais ça demande aussi... En fait, l'argent, c'est une drogue. Du coup, si vous avez une personne en face de vous qui n'a pas travaillé pour gagner cet argent-là et qui ne comprend pas d'où ça vient, et qui reçoit tout d'un coup un shoot de la possibilité qu'on peut faire avec autant d'argent, si cette personne n'est pas en fait formée à gérer son argent, elle peut partir dans un truc, OK, tout est open, on consomme. Alors que non, ces montants-là, ça doit permettre progressivement d'apprendre à la personne comment gérer, progressivement d'apprendre à la personne comment faire des investissements, progressivement à la personne comment avoir des revenus passifs. Et ce n'est fait que pour ça, cet argent-là. Il n'est pas fait pour autre chose. L'argent de consommation vient d'autre part. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus sur cet épisode. Je ne sais pas si c'est très clair. Dites-moi si ça vous a intéressé. En tout cas, c'est un sujet qu'on pourra même détailler plus en amont. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai géré ça. Aujourd'hui, moi, comment je vois les choses, je reste, je pense, assez vieille école. Et si moi, je peux fournir tout l'argent de mon foyer aujourd'hui par rapport aux revenus que j'ai, moi, ça me fait très plaisir. Par contre, différent de l'ancienne école, moi, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est indépendant, qui génère ses propres revenus et qui avance. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors attention aussi, quand même, pour ceux qui ont des gros décalages de revenus,
bon, c'est pas un épisode sur le mariage, etc., mais protégez votre patrimoine quand même. Faites quelque chose pour que ce soit en équilibre. Mais ne vous retrouvez pas, bon, les relations, l'amour c'est beau, mais ça peut s'arrêter. Et ça coûte très très cher, ça peut coûter très cher quand ça s'arrête. Et vous, en fonction de... Vous pouvez très bien être failleur à un moment et vous retrouver à rebosser pour financer le niveau de vie de votre ex-compagne. Donc il y a quand même des sujets là où je pense qu'il y a des équilibres de justesse à trouver là-dessus. Et je pense que c'est mieux que vous soyez en phase avec ce que vous voulez faire plutôt que vous retrouver imposé par quelque chose de la justice qui vous sort que votre ex-compagne qui a décidé d'arrêter avec vous, ben vous devez lui verser à vie 3 000 euros par mois, quoi. Donc ça, il y en a. Il y a même plus. Ou que demain, vous divorciez et vous retrouvez à devoir vendre votre boîte parce qu'en fait, vous ne pouvez pas garder... vous êtes obligé de payer un montant qui est trop conséquent ou même vous retrouvez à devoir partager des choses. Bref, je pense que tout ça, ça se fait en bonne intelligence. Je pense que ça demande beaucoup de dialogue. Je pense que ça demande beaucoup de temps. Et les sujets d'argent, c'est souvent les sujets qui sont les plus problématiques. Donc, passez du temps à deux à discuter. Passez du temps à deux à faire les exercices. Donc, par exemple, dans nos programmes IBO, par exemple, c'est souvent des couples qui viennent à deux et je trouve ça très bien. C'est soit la femme, soit l'homme qui vient et son conjoint n'est pas loin et permettre au conjoint de faire les calculs de rentabilité, permettre au conjoint de comprendre les risques, permettre au conjoint de comprendre qu'est-ce que c'est un investissement, etc. C'est une histoire à deux souvent. Moi j'ai fait une grande partie seul et ce que je remarque, et d'ailleurs si vous regardez les gars qui font pas mal d'immobilier en ligne, ils sont souvent à deux, ils sont souvent en couple, parce qu'à un moment ça aide comme de les faire à deux, c'est plus simple, c'est 2 fois plus simple je pense. Et ça vous permet surtout d'être à la même page, d'avoir la même vision du risque, d'avoir le même avancement. Donc n'hésitez pas à trouver à emmener ces personnes pour que ça fonctionne. Vous pouvez aussi utiliser l'argent pour permettre à votre conjoint d'avancer dans sa vie. Ou à vos enfants, c'est exactement pareil. Et vous pouvez l'appliquer sur vous-même, ça fonctionne de la même façon. Donc si vous voyez par exemple que à un moment, vous avez votre conjoint qui veut quelque chose qu'ils ne peuvent pas s'offrir et que vous avez le moyen de lui offrir, vous pouvez l'offrir pour que votre conjoint soit content sur le moment, mais moi je pense que c'est mieux de l'offrir contre un achievement dans la vie. Donc ça c'est par exemple moi ce que j'ai appris dans ma famille, on fait ça. C'est par exemple je veux un nouvel ordinateur. Mon père va me dire ok, le nouvel ordinateur tu vas l'avoir si tu apprends à coder en PHP et tu apprends à coder et tu me fais une page d'un site internet. Dès que tu arrives à me faire ça, il m'explique un cas, dès que tu l'as fait, je t'offre l'ordinateur. Et en gros, c'est pas de l'argent gratuit, quoi. Ça permet aux personnes de comprendre que l'argent, surtout même quand vous en avez beaucoup, ou l'illusion que vous en avez beaucoup, ça permet de comprendre aux gens que il faut faire quelque chose pour le gagner. Et en plus, moi, ça m'a permis d'avancer, de débloquer beaucoup de choses. C'est-à-dire que mon envie d'avoir l'ordinateur m'a poussé à franchir ma peur ou ma limite de passer beaucoup de temps à coder, à faire quelque chose, à trouver les bonnes informations, à trouver les bonnes personnes. Et ça m'a fixé un objectif. Et je me suis mis en fait dans cette quête de je vais avoir ma satisfaction derrière en faisant cet effort-là. Vous pouvez faire la même chose avec votre conjoint si, par exemple, votre conjoint lance un projet et que son projet, par exemple, votre conjoint veut lancer un side business sur Instagram, par exemple. Je vais peut-être en refaire un podcast un peu rapide. J'ai fait tout un training là-dessus. J'ai partagé sur LinkedIn. N'hésitez pas à regarder sur LinkedIn ce que je partage gratuitement. Ou sinon, c'est pour les abonnés premium de la newsletter. Ou sinon, c'est même pour carrément les trainings business qu'on a. Et en fait, si votre conjoint veut lancer par exemple une boutique en ligne pour vendre, pourquoi pas, de la dentelle, voilà. Donc disons que c'est votre femme, elle veut vendre de la dentelle en ligne. Et que là, en ce moment, ce qu'elle aimerait, c'est vraiment, disons, partir. Elle a envie de prendre des vacances, de partir. Son truc, c'est d'aller au soleil. Elle a envie de passer 2 semaines dans un bel hôtel à Biarritz ou je sais pas où. Je pourrais vous citer des trucs avec avion, mais bon, bref. Elle a envie de faire ça et c'est ça qu'elle veut vraiment. Et là, vous sentez que ça, c'est vraiment ce qui lui apporte de l'énergie, sauf qu'aujourd'hui, elle n'a pas les moyens. Donc, en gros, elle vous demande, vous, de participer un peu plus pour financer ça. Là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien dire, vous regardez le training business, là. Vous regardez, moi, j'explique comment on fait le business pour que Instagram, ça vous rapporte 2 000 euros par mois. Vous vous rendez compte que la première étape où votre conjointe, elle bloque, c'est de faire un post tous les jours, d'avoir un post tous les jours sur Instagram avec une bonne description et 3 réels tous les jours. Si vous vous rendez compte que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse et c'est là où elle bloque aujourd'hui parce que à chaque fois elle repousse ou c'est compliqué ou elle a des problèmes, peu importe, on a tous des problèmes pour passer des étapes dans notre vie.
vous pouvez lui dire, écoute, là pendant un mois, si tu fais des posts tous les jours, si les posts ils sont faits, si les réels sont faits, si tu fais ça tous les jours pendant un mois, je finance, je ne sais pas s'il manque 1000 euros, 2000 euros, 4000 euros, je ne sais pas, je finance cette partie-là du voyage. Et là, tout de suite, la personne va se dire, ah ouais, putain, ça veut dire que c'est garanti que j'ai ce truc, ça veut dire qu'il faut que je bosse, et vous n'avez pas de garantie qu'elle fasse de l'argent, vous avez juste la garantie qu'elle passe l'étape où elle peut avoir peur de parler sur les réseaux sociaux, faire des images sur Instagram, etc. Pareil pour un mec, ça fonctionne exactement pareil. Donc ça, c'est des petits tips sur l'argent, vous pouvez l'utiliser, et même sur vous pouvez utiliser l'argent en tant que tips. Si vous êtes un peu comme moi, normalement, alors moi, j'ai plus trop de plaisir à acheter des fringues, j'ai pas de plaisir à avoir des trucs de luxe, j'ai pas de plaisir, moi, j'ai m'acheter un ordi, mais bon, vu que c'est un truc directement business, je vais pas décaler ce truc-là, et puis j'ai pas de limite financière par rapport à ma vie de tous les jours, quoi. Mais sur vous, essayez de trouver aussi ces petits mécanismes et ces petits trucs d'argent qui vont vous permettre d'avancer. Et puis, ce que je vous ai pas dit et pas fait dans l'épisode non plus, c'était simplement la base de l'argent. Donc, faites-vous, soyez sûr que vous gérez bien votre argent. Donc, les principes classiques, vous avez de l'argent qui arrive, minimum 10% de côté, et vous pouvez monter à plus de 80%. Cet argent que vous mettez de côté dans un premier temps, vous l'épargnez donc sur un compte classique. Ça, c'est vraiment la première étape. Une fois que vous avez compris ça, passez sur la bourse. La bourse, l'argent que vous mettez de côté, vous le mettez en bourse. Commencez très vite à mettre en bourse sur des produits entre guillemets risqués où vous pouvez perdre votre capital, type ETF Monde, type Nasdaq, pour comprendre ce que c'est. Donc des montants qui ne vont pas vous mettre dans des situations critiques, mais pour comprendre ce que ça fait de perdre de l'argent, ce que ça fait de gagner pour que vous puissiez vivre. Commencez tôt, il vous faut du temps, on a besoin du temps pour absorber les choses. Puis après, progressivement, montez vos investissements en bourse pour prendre du risque. Après, passez un moment où vous regardez vraiment comment vous faites une belle architecture de patrimoine diversifiée en fonction de votre aversion au risque. Donc là, vous pouvez le faire seul. Il y a plein de choses. Je pense que je vais en faire aussi une vidéo sur YouTube ou directement un épisode de podcast. Mais par rapport à qui vous êtes, votre horizon de placement, etc., faites quelque chose. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par des conseillers en gestion de patrimoine. Moi, je vous conseille plutôt ceux où vous payez la consultation plutôt que ceux qui sont payés parce qu'ils vous ouvrent une assurance vie, etc. Donc commencez par la bourse. PEA, c'est ce qui est le mieux. Et après, assurance vie, ça dépend. Mais dans la majorité des cas, PEA, c'est ce qui est le mieux. Assurance vie après. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller sur d'autres types d'actifs, donc en prévoyant de l'immobilier, en prévoyant potentiellement des cryptos, continuer la bourse, etc. Et après, vous avez ce qui est un peu plus actif, donc allez carrément faire de l'investissement locatif, allez carrément racheter des boîtes, lancer du business. Bref, commencez par vous, en tout cas pour bien maîtriser ces trucs-là, vous assurez que vous avez une très bonne maîtrise et prenez la personne avec qui vous vivez pour qu'elle ait la même maîtrise, pour qu'elle puisse comprendre les choses avec des exercices simples. Et prenez le temps. Parce que sinon, à un moment, ça va péter parce que vous allez arriver sur des sommes. On se rappelle ici, sur ce podcast, la liberté, 2 000 euros par mois, c'est 600 000 euros s'il y a 4% net. Si vous êtes à 2 fois moins de renta, donc à 2%, ça fait 1,2 million. Donc il vous faudra à un moment, si on parle de cash investi, 1,2 million d'argent de côté. Donc si la personne avec qui vous êtes ne comprend pas ce que vous faites, ça va être compliqué. Et surtout, plus vous allez gagner parce que vous allez acheter un immeuble, 2 immeubles, une boîte, machin, vous allez être sur des sommes conséquentes. Si vous n'êtes pas avec une personne qui est éveillée d'un point de vue argent, ça va être compliqué. Et surtout, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où c'est de votre responsabilité d'emmener la personne avec qui vous êtes dans des choses où la personne va sortir vers le haut, quoi. Surtout, ne faites pas les erreurs de vous payez le loyer et le remboursement de l'emprunt et la personne, par exemple, paye les courses. Parce que si c'est vous, votre remboursement d'emprunt, vous enrichissez, la personne qui paye les courses ne s'enrichit pas. Donc, il faut vraiment être dans une logique où les deux s'enrichissent, mais attention aussi, vous n'êtes pas dans une logique de pure égalité. Moi, je crois que c'est faussé. Ou si vous faites 1 million, vous devez donner 500 000 euros à la personne avec qui vous êtes. Ça dépend de vos ambitions, mais attention à ces choses-là, c'est pas la même chose. Vous, c'est votre délire, c'est vous qui allez faire de l'argent, il faut que ça reste équitable dans le couple. Mais il ne faut pas qu'on parte dans un système, en tout cas moi je pense que ce n'est pas un bon système, sauf si vous êtes 100% OK avec ça et que vous arrivez à prévoir les situations où potentiellement il y aura de la trahison et vous serez OK d'avoir donné autant d'argent à votre conjoint qui potentiellement peut devenir fou un moment, peut péter un câble, peut vous quitter pour votre meilleur ami, etc. Même si vous lui faites confiance, on ne sait jamais, et quand on voit les statistiques de séparation, il y a quand même tout ça. Donc le plus important, c'est quand même de vous protéger, vous, de faire monter le niveau de compétence de la personne en face et d'avancer.
Dites-moi aussi, donc les femmes qui écoutent ce podcast, il y en a beaucoup parce qu'il y a plus de 40 000 écoutes. Dites-moi aussi si mes propos, ça vous va. Je suis disponible sur LinkedIn. Si vous pensez que c'est un peu trop orienté, moi, je suis ouvert à tout dans les échanges pour qu'on avance ensemble. Et en tout cas, moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La retraite à 40 ans. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.